il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce vendredi 5 décembre 2025. Tout de suite les titres. Alger accueille dès samedi la 4e conférence africaine des startups, grand rendez-vous continental de l'innovation. Les détails dans ce journal. La Banque mondiale met en avant la solidité du modèle économique algérien malgré les défis mondiaux actuels. Elle souligne la résilience du pays grâce à ses réformes et sa diversification. Au Niger, le ministre nigérien de la Justice annonce que l'État avait engagé des poursuites judiciaires contre la société minière nucléaire française Orano, l'accusant de crimes de masse par l'utilisation de substances radioactives. La 12e édition du Festival international du film d'Alger qui se déroule du 4 au 10 décembre 2025 honore le cinéma cubain en tant qu'invité d'honneur et rend hommage à des créateurs. Sport football, FIFA Coupe arabe 2025, l'équipe nationale algérienne poursuit sa préparation pour affronter le Bahreïn. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Algérie, à la veille de son coup d'envoi, l'African Startup Conference 2025 cristallise les perspectives de tout un continent en matière de développement des startups, de la tech et de l'innovation. Entrepreneurs, investisseurs et innovateurs se réunissent pour se pencher sur l'émergence de nouveaux acteurs et quoi prépare l'avenir du leadership économique africain. Imen Barret. Alger, capitale africaine de l'innovation. La 4e African Startup Conference s'ouvre sous le thème Rising African Champions. 3 jours, 2500 participants, plus de 200 exposants, des investisseurs et une quarantaine de délégations ministérielles prévues de tout le continent. L'Algérie accueille pour la 4e fois l'événement panafricain du moment dédié aux startups et à l'économie numérique. Au-delà du salon, l'enjeu est stratégique, construire un écosystème africain de l'innovation, favoriser le financement local et faire émerger des champions technologiques capables de rivaliser à l'international. À l'African Startup Conference, et à partir de la 3e édition, nous avons même un side event, un événement particulier, concomitant, qui se passe avec l'African Startup Conference, qui est dédié aux compétences africaines qui viennent de tous les continents, et discuter avec les acteurs d'innovation en Afrique et apporter leur contribution, une expertise technologique, un financement, un réseau. Donc, en fait, il faut savoir que nos compétences à l'étranger ont beaucoup à apporter à l'écosystème technologique en Algérie ou que ce soit en Afrique. Pour Alger, l'événement est aussi un signal fort, affirmer son rôle de hub continental. Le lancement d'un fonds dédié aux startups et aux jeunes innovants doit renforcer ce positionnement et attirer les projets africains les plus prometteurs. Intelligence artificielle, fintech, énergie et santé, les thématiques reflètent les priorités du continent. Pour ces jeunes créateurs, la conférence est une opportunité unique d'accéder à des marchés, des mentors et des investisseurs. Il faut savoir que, de manière générale, construire un écosystème d'innovation is very challenging, c'est très compliqué, dans le sens où nous aspirons à construire et à promouvoir des startups de rang mondial. Et donc nous avons l'obligation de leur donner les mêmes conditions qu'il y a dans les meilleurs écosystèmes du monde. D'où le lancement de l'African Startup Conference, dans le sens où nous, pays africains, nous devons nous assembler et rassembler nos efforts pour améliorer l'écosystème africain. Une édition qui ambitionne de transformer l'innovation africaine en puissance économique. À Alger, les startups africaines tracent les contours de leur avenir et celui du continent. Et la Banque mondiale met en avant la solidité du modèle économique algérien malgré les défis mondiaux actuels. Elle souligne la résilience du pays grâce à ses réformes et sa diversification. L'Algérie est ainsi mieux préparée pour assurer une croissance économique durable. Commentaire Khaireddine Batache, le récit est de Mohamed Wali Ben Chaban. Une croissance hors hydrocarbures qui se poursuit, des investissements productifs qui tirent cette croissance vers le haut et une inflation toujours en baisse. Ce sont là les 3 ingrédients de la recette économique algérienne soulignés dans le dernier rapport de la Banque mondiale, publié jeudi par l'institution de Bretton Woods.
Le rapport Automne 2025 insiste en effet sur la progression du PIB algérien à 4,1% en glissement annuel au premier semestre 2025 sous l'impulsion de la croissance hors hydrocarbures, puis des réformes économiques engagées par le président Abdelmajid Tebboune. Une croissance, précise la Banque mondiale, généralisée et soutenue par une production agricole importante. L'inflation se situe quant à elle à un niveau très appréciable de 1,7% sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel. De quoi relancer la roue de la consommation et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. L'investissement n'est pas en reste, il continue de progresser dans un contexte de stabilité des dépenses publiques. Même si la Banque mondiale revient sur le contexte de volatilité des prix des hydrocarbures dans un contexte géopolitique global tendu, le rapport réaffirme que la stratégie de diversification économique engagée par l'Algérie lui permet d'avoir plusieurs flèches à son arc pour proposer de la souplesse à l'écosystème économique national. Et l'Algérie a présenté aux Nations Unies à New York son expérience pionnière en matière de déminage, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans une allocution prononcée en cette occasion, le représentant permanent adjoint de l'Algérie, l'ambassadeur Toufik Koudri, a évoqué l'ampleur de cette tragédie historique, soulignant que la proportion des mines antipersonnelles atteignait à l'époque 11 mines pour un habitant dans les zones frontalières et une moyenne de 1,2 mines pour un habitant au niveau national, ce qui a causé des milliers de victimes, une tragédie qui s'est étendue sur des décennies après l'indépendance. Une page se tourne en Éthiopie. Un accord de paix entre la région d'Amhara et la FAD Soleil sous la supervision de l'IGAD, avec un rôle important joué par la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi. Le récit est de Leila Kartal. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a salué la signature d'un accord de paix permanente entre la région éthiopienne d'Amhara et l'organisation populaire Fano d'Amhara, qualifiant cette avancée d'étape qui renforce la voie future du pays. L'accord a été conclu après des négociations et discussions menées sous la facilitation de l'Union africaine et de l'IGAD. Le chef de l'administration régionale, Arega Kebede, a qualifié cette signature de premier grand jour de paix pour la population de notre région, rappelant ainsi qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans un conflit et que chacun bénéficie de la paix. Il a également exprimé sa gratitude envers ceux qui ont répondu à l'appel du peuple et du gouvernement pour contribuer à l'instauration d'une paix durable. Pour sa part, le capitaine Masrecha, c'était représentant de l'organisation Fano, a souligné que la fin de tout conflit passe par le dialogue et la négociation. Il a expliqué que résoudre les divergences et différences idéologiques par la discussion relève de la sagesse et non d'une défaite politique, insistant sur le fait qu'il est inacceptable de s'aligner avec des ennemis historiques de l'Éthiopie pour régler des problèmes internes. De son côté, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a joué un rôle très important dans la conclusion d'un tel accord, notamment en ce qui concerne la facilitation des concertations bilatérales et la cristallisation du consensus autour de ce dossier. Une page se tourne en Éthiopie et une ère de paix qui s'installe après des années de conflits, de quoi renforcer la stabilité politique d'un pays pivot dans la région de l'Afrique de l'Est, symbole d'un continent qui privilégie l'approche des solutions africaines aux problèmes africains. Et l'Algérie et l'Afrique du Sud ont échangé leur point de vue sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine minier lors de sa rencontre avec la vice-ministre sud-africaine du pétrole et des ressources minérales, Fumzile Gassina, en marge de sa participation jeudi à la dernière journée de l'événement international Resourcing Tomorrow qui s'est tenu à Londres. La secrétaire d'État auprès du ministre algérien des hydrocarbures et des mines chargé du secteur minier, Karima Bakir Tafer, a évoqué avec son homologue la stratégie nationale de l'Algérie dans le domaine des mines
en insistant particulièrement sur l'importance économique de ce secteur pour soutenir la croissance nationale et diversifier les ressources de revenus. Et dans le dossier sahraoui, lors d'une intervention à l'émission Nabd al-Alam sur Al-24 News, le président du collectif sahraoui des défenseurs des droits de l'homme, Ali Salam Tamek, a dénoncé la situation déplorable des droits de l'homme des détenus politiques sahraouis dans les prisons d'occupation marocaine et la série de mesures restrictives auxquelles ils sont soumis, notamment la torture et les punitions systématiques. Et le centre culturel La Residencia dans le nord de l'Espagne accueillera le 12 décembre la projection du documentaire Pas de nouvelles du Sahara. Ce film met les projecteurs sur les restrictions imposées par l'occupation marocaine aux médias internationaux au Sahara occidental et dénonce les souffrances infligées au peuple sahraoui sous le joug de l'occupation. Et au Soudan, le bilan du massacre perpétré par les forces de soutien rapide dans la ville de Kadugli, dans l'état du Kordofan du Sud, s'élève désormais à 80 morts, dont 46 enfants. Des sources locales ont confirmé ce vendredi à Al-24 News que les forces de soutien rapide ont lancé jeudi des drones visant une école maternelle et plusieurs installations civiles dans la ville du Kadugli où le nombre de morts a atteint 80, un chiffre provisoire qui pourrait augmenter en raison du nombre de blessés graves selon les mêmes sources. Et le ministre nigérien de la Justice a annoncé lors d'une conférence de presse à Niamey que l'État avait engagé des poursuites judiciaires contre la société minière nucléaire française Orano, l'accusant de crimes de masse par l'utilisation de substances radioactives qui menacent la santé des communautés locales. On l'écoute. Les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits, à savoir le bismuth 207 et le chrome X, susceptibles de contaminer une personne se trouvant à 10 mètres, avec pour conséquence le risque de troubles respiratoires aigus. Appelé à plus grande échelle, il est à craindre que des actes non encore découverts à ce jour produisent des conséquences beaucoup plus importantes que le simple bon sens aurait incité Orano à assumer plutôt qu'à vouloir éluder sa responsabilité dans le désastre écologique et social qu'elle a. Cette société n'a porté et continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification des crimes de masse caractérisés par l'emploi des substances radioactives, de mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation de l'environnement, se refusant même d'obtempérer à des décisions de justice rendues par nos tribunaux, qui lui enjoignaient de procéder à l'enlèvement, sinon au traitement de plusieurs millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l'air libre, avec toutes les conséquences que le monde de la science connaît. Et les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, ont signé hier un accord de paix pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. L'accord a été signé en présence du président Donald Trump. Le président congolais Félix Tshisekedi a exprimé sa profonde gratitude et son espoir sincère lors de son discours. De son côté, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que le succès futur de l'accord de paix repose sur les épaules des dirigeants africains. No one was asking President Trump to take up this task. Personne ne demandait au président Trump de s'atteler à cette tâche. Notre religion est loin des gros titres. Mais lorsque le président a vu une opportunité de contribuer à la paix, il y a réfléchi et a décidé d'agir. Ce conflit dure depuis 30 ans. Nous sommes confrontés à une longue liste de problèmes non résolus.
Je crois sincèrement qu'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chemin exigeant, certes, et parfois difficile. Mais c'est un chemin où la paix ne sera plus seulement un vœu ou une aspiration, mais un véritable tournant. La République démocratique du Congo jouera pleinement son rôle avec dignité, lucidité et constance, et avec le soutien de nos partenaires. Nous resterons attentifs et vigilants, mais jamais pessimistes lucides, mais résolument optimistes. Et les États-Unis et le Kenya ont signé à Washington un accord sanitaire majeur de 2,5 milliards de dollars, présenté comme le premier d'une longue série dans la nouvelle stratégie de santé mondiale de l'administration Trump. Le pacte a été paraphé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le président kenyan William Ruto lors d'une cérémonie officielle organisée hier. Il s'agit donc d'un véritable partenariat. C'est ainsi que nous devrions mener l'aide humanitaire à travers le monde. La véritable aide, c'est l'autonomie, le développement des capacités nécessaires pour subvenir à ces besoins sur le long terme. C'est donc un honneur pour moi de le faire avec vous aujourd'hui. Je suis ravie. C'est notre premier contrat. Nous espérons en signer d'autres. Je ne sais pas, 30, 40, combien? 50? D'accord. Eh bien, celui-ci est le premier. Vous en souviendrez toujours. Aujourd'hui, nous réaffirmons ce partenariat historique, porteur de transformation et d'importance capitale, qui témoigne de la richesse qui naît de l'union de deux nations amies autour d'une vision commune et d'une volonté partagée de rendre leur système de santé non seulement plus performant, mais aussi plus résilient et véritablement durable. L'accord cadre que nous avons signé aujourd'hui donne un nouvel élan à la couverture sanitaire universelle mise en œuvre par mon gouvernement. Cette couverture vise à doter nos hôpitaux d'équipements modernes, à assurer un approvisionnement efficace et rapide en produits de santé, à renforcer nos effectifs de santé et à garantir l'accès à une assurance maladie pour tous sans laisser aucun Kenyan de côté. Et en Égypte, le festival du miel au Caire célèbre le doux nectar égyptien, un produit à forte valeur historique, médicinale et spirituelle, reliant les traditions anciennes aux pratiques apicoles modernes, notamment avec des variétés. Regardez. Nous avons remporté la première place au 7e Festival du miel pour notre première participation et voici notre deuxième. Franchement, l'organisation est bonne, la participation est très bonne pour une première journée et tout est parfaitement organisé. Notre message est de faire comprendre à nos clients l'importance du miel. Le miel n'est pas un produit de luxe, mais un produit de première nécessité et il doit être présent dans chaque foyer égyptien. Et un mot de culture à présent, la ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé jeudi soir à Alger l'ouverture de la 12e édition du Festival international du film d'Alger qui s'étalera jusqu'au 10 décembre et dont Cuba est l'invité d'honneur. Aujourd'hui, je viens ici à Alger pour ce festival qui m'a honorée, qui m'a proposé d'être membre du jury du long métrage, ce qui est un grand honneur. Et je suis sûre qu'on va regarder de très beaux films. Le cinéma, pour moi, c'était toujours un instrument de lutte. Et comme je suis une militante depuis que j'ai 15 ans, pour moi, le documentaire, moi je suis documentariste, j'ai fait 10 films sur la Palestine et beaucoup d'autres aussi. Et la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se déroule actuellement aux États-Unis. Elle s'annonce comme le premier temps fort de ce tournoi planétaire de la petite ronde organisée dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un véritable spectacle se déroule au Kennedy Center en présence du président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le premier ministre canadien Mark Carney ainsi que de plusieurs personnalités sportives. Ce tirage au sort détermine le parcours des 48 équipes engagées dans la course à la succession de l'Argentine dès le mois de juin prochain. L'Algérie figure désormais dans le groupe G aux côtés de l'Argentine, l'Autriche, en attendant la suite du tirage au sort pour connaître le dernier adversaire.
Et direction le Qatar où se déroule actuellement la Coupe arabe FIFA 2025, l'équipe nationale algérienne se prépare déjà pour sa prochaine rencontre. Les Verts ont effectué leur dernière séance d'entraînement en vue du match de demain après-midi contre la sélection du Bahreïn pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Un match important pour toutes les équipes de ce groupe. On voit que cette compétition est assez spéciale. Tout va jouer jusqu'au bout. Nous, on sait ce qu'on a fait par rapport au dernier match. Beaucoup de choses qui n'ont pas été comme on le voulait. Donc, on a remis l'accent sur les choses négatives et positives sur le dernier match. Donc, on sait qu'on a une équipe du Bahreïn qui est aussi déterminée pour gagner ce match-là. Donc, voilà. Préparation déjà, bonne récupération, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, dernière séance pour finaliser cette préparation, Inch'Allah, et être prêt pour demain. Demain, c'est un match très important. Comme le coach l'a dit, on a regardé la vidéo de ce qui n'a pas été au premier match. Donc, on est concentré à 100% pour un match très important, Inch'Allah, demain. Les matchs sont compliqués, on l'a vu, même les autres équipes ont des difficultés. Tous les matchs sont importants. Et demain, ça va être un gros match, on le sait déjà, et on va tout faire pour gagner ce match, Inch'Allah. Non, c'est un très bon niveau, il y a beaucoup d'intensité. On peut le voir qu'il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde vient à 100%, donc on sait que ça sera une grosse compétition. Tous les matchs sont décisifs sur un tournoi comme ça, tous les matchs sont importants. On sait que ça va très vite. C'est une courte compétition. Donc on sait que demain ça va être compliqué et important pour nous, donc on va tout faire pour gagner, Inch'Allah. Et de son côté, le sélectionneur de Bahreïn, Dragan Talajik, a insisté sur la nécessité de maintenir la concentration et la cohésion tout au long du match face à l'Algérie. Inch'Allah, tout se passera bien. Si nous voulons battre n'importe quelle équipe, nous devons travailler pour cela. Un match dure 90 minutes, pas seulement 45. Nous avons marqué un but, mais pas un deuxième. Et c'est déjà positif pour nous. Nous devons rester concentrés du début à la fin, surtout quand nous jouons contre des équipes comme l'Irak, l'Algérie et maintenant encore. Il faut être concentré et cohérent. Et en Afrique du Sud, les manchots du Cap vivant sur les côtes du pays ont été décimés en moins de 10 ans par une famine de masse. Selon une nouvelle étude consacrée à ce manchot d'Afrique désormais classé en danger critique d'extinction, il reste moins de 10 000 couples reproducteurs du petit manchot africain noir et blanc dans le monde et l'espèce figure depuis 2024 sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.